Ouvrez les guillemets. En 2020, 6 ans après le mariage pour tous, 23 ans après le Pacs, des personnes LGBT taisent encore leur orientation amoureuse au sein d'une institution qui menace de les broyer si elles osent en parler librement. Point. Fermez les guillemets. Je cite l'édito de Romain Burel, le directeur de la rédaction de Tétu, dans le numéro qui est sorti aujourd'hui. L'institution en question, c'est l'armée, qui fait l'objet d'une grande enquête dans le magazine. Elle a une également la difficulté d'être acteur à Hollywood ou en France quand on est lesbienne, gay, bi ou trans. Bonjour Romain Burel. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de la rédaction de Tétu, qui est devenu un trimestriel après avoir failli mourir. Comment se porte le titre aujourd'hui ? Il va bien. Il va plutôt bien. Plutôt bien, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il est rentable ? Est-ce que c'est équilibré ? Le magazine, l'exercice magazine, comme on dit, il est rentable. Là où on perd de l'argent, évidemment, c'est sur Internet, parce que le modèle économique, il est compliqué. Et je vais pas vous mentir, depuis le Covid, il est encore plus compliqué, notamment le modèle publicitaire. Mais on a un média qui est solide, on a des lecteurs, on a beaucoup d'abonnés, on a de la chance, on a une chouette croissance à ce niveau-là, au niveau de l'abonnement. Et c'est probablement c'est les abonnés de demain qui vont sauver le journal. Est-ce que vous êtes touché par la liste noire sur Internet ? C'était notre sujet de l'info média du jour. Il y a des mots qui, lorsqu'ils arrivent dans un article, font fuir les annonceurs. Par exemple, le mot attentat, mais même le mot couteau, parce qu'on peut penser à un attentat alors que ça pénalise des journaux comme Cuisine Actuelle. Et on en parlait hier, les mots gay, par exemple, homosexuel, font partie de cette liste noire. Est-ce que vous-même vous en pâtissez ? Parce qu'il est difficile de faire votre journal sans mettre ces mots-là en exergue. Alors, je vais pas vous mentir, c'est encore compliqué parfois pour certains annonceurs en fait d'annoncer notamment à Tétu. Alors de moins en moins, j'ai l'impression, je dois dire qu'en tout cas il y a une sorte de révolution qui s'est faite ces dernières années qui fait qu'aujourd'hui on arrive à attirer, à travailler avec des annonceurs. Ouais. Moi, mon grand sujet pour ces questions-là, c'est plutôt les réseaux sociaux en fait, concrètement. Aujourd'hui, assez systématiquement, si je mets un hashtag comme LGBT, gay, notamment sur Facebook, j'ai vu vous en avez parlé tout à l'heure, c'est prendre le risque de pas gagner en viralité, d'avoir un article sanctionné qui sera moins partagé, et notamment en vidéo sur YouTube, par exemple, c'est quelque chose qui est un vrai souci. Vraiment ? Oui, bien sûr. C'est très grave ce que vous dites là. Vous dites que le réseau, ce sont les gens eux-mêmes, ce qui est leur droit le plus strict, qu'on n'a pas à discuter ici, ou est-ce que c'est le réseau lui-même qui parfois pénalise certains mots-clés comme LGBT ? J'aimerais bien vous répondre en vous expliquant ce que fait par exemple l'algorithme de Facebook ou de TikTok d'ailleurs, parce que même les réseaux sociaux les plus récents ont ce genre de comportement, mais comme on ne connaît pas l'algorithme de ces réseaux sociaux, on ne peut pas le savoir, on ne peut que gloser en fait. Et de facto, nous on a déjà publié plusieurs enquêtes là-dessus, notamment en ligne sur tétu.com, où l'algorithme de YouTube, par exemple, systématiquement, pour des vidéos où il y a les mots, les tags gay, LGBT, etc., en fait, perdent en viralité, sont pas monétisés pendant, par exemple, 24 heures ou 48 heures. Alors je sais que YouTube commence à prendre un peu ça en considération, se dire voilà, il faut qu'on vienne un peu régler ce problème, mais c'est très très long. Pardon, après on change de sujet. Qu'est-ce qui vous fait dire que la vidéo perd en viralité ? Est-ce que c'est pas simplement les gens qui ont moins envie de se la passer, ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de plus ? Non, elles sont simplement démonétisées, par exemple, pendant 24 heures ou 48 heures. Or, une vidéo que vous publiez, par exemple, sur YouTube, vous savez que vous allez faire 90% de votre audience sur ces premières heures, en fait. Donc, concrètement, pour des YouTubeurs LGBT aujourd'hui, et il y en a énormément aujourd'hui sur ces médias sociaux comme YouTube, c'est calamiteux. Ils auront jamais autant d'audience que Joy Phoenix. Comment vous définiriez la ligne éditoriale de Tétu pour qui ne connaîtrait pas ? 25 ans de combat pour la visibilité des personnes LGBT, voilà, concrètement. C'est un titre qui va fêter ses 25 ans à la fin de l'année. C'est un titre qui essaie de traiter toute l'actualité des personnes LGBT, mais pas que les mauvaises nouvelles. Où est-ce qu'on vous trouve ? Je veux dire, le sens de ma question. Hier, il était tard, les librairies étaient fermées, donc j'ai voulu aller acheter Tétu au supermarché, puisque maintenant il y a des rayons de plus en plus étoffés dans les supermarchés. Où est-ce qu'il est classé ? Alors, ça, c'est une vraie question. Il est de moins en moins classé dans les presses porno, mais pendant des années, il l'a été. Ça arrive encore. Hein. Il y a encore quelques marchands de journaux qui nous classent. Régulièrement, j'ai des lecteurs qui m'envoient sur les réseaux sociaux. Le marchand de journaux, ça pose moins de problèmes parce qu'il est là pour nous parler. Ouais. On peut lui demander, mais au supermarché où c'est Logiquement, vous nous trouverez entre la bonne place, ça serait aller entre JQ, Society et les Inrocks, par exemple. Comment vous avez vécu le confinement ? Vous avez continué de paraître ?
Ouais, ça, c'était assez incroyable parce qu'on a sorti un premier numéro juste avant le confinement, 15 jours avant. On s'est dit c'est mort quoi, on va pas en vendre. Ouais. Finalement, on a fait, je crois, quelque chose comme 10% de vente de plus comparé à l'année dernière, parce que les gens avaient envie de lire quoi. Du coup, ils avaient un peu de temps libre, je crois, ils avaient vraiment envie de continuer à être informés. Donc de ce côté-là, on a eu une chance. Ça a été une très très bonne, j'ai envie de dire, opération pour notamment le site internet de Tétu qui a cartonné pendant cette période-là. C'est pas forcément une bonne nouvelle effectivement pour le marché des annonceurs. Ouais. Alors je monte la couverture de ce Tétu. Il y a un comédien qui s'appelle Arnaud Valois, mais surtout le titre qui nous a intéressé ici à Culture Média, enquête, les militaires LGBT+ sortent du rang, enquête exclusive de Léa Fournier au cœur de ce qu'on appelle la Grande Muette. C'est quoi le point de départ de cette enquête? Pourquoi vous êtes-vous intéressé à l'armée? C'est une lettre d'un lecteur qui nous expliquait un petit peu d'abord son ressenti sur le magazine, etc. Pourquoi il s'est retrouvé, pourquoi il était content de nous lire, mais surtout qu'il voulait se marier avec son boyfriend, mais que c'était pas possible. C'était pas possible parce que son copain est militaire et que pour lui c'est inimaginable de pouvoir épouser quelqu'un quand on est dans l'armée. Inimaginable dans quel sens? Dans le sens où il sait que c'est une institution qui va vraiment s'en prendre à lui si jamais on sait qu'il est ouvertement gay, quoi. S'en prendre à lui de quelle manière? Qu'est-ce qu'on découvre dans votre enquête? Alors on découvre que les personnes sont harcelées, qu'elles se font insulter assez régulièrement, que leur avancement ne va pas simplement s'arrêter, que quand on est une personne trans, ça pose, clairement c'est de l'ostracisation, il n'y a pas d'autre mot. Déjà, pardonnez-moi, mais une personne trans, la question que tout le monde se pose, ça pose la question de la chambrée. La chambrée, c'est-à-dire qui dort avec qui? Oui, alors en plus, alors maintenant il y a quand même beaucoup de militaires qui ne dorment pas forcément en chambrée, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que vraiment c'est un harcèlement qui vient du haut. C'est en perspective RH, c'est une impasse. C'est des insultes quasi quotidiennes. C'est des brimades, comme il y a un des témoins qui nous raconte qu'en fait on lui a offert en guise de tenue une jupe et des nuisettes, quoi, typiquement. On en est encore à ce niveau-là. 6 ans après le mariage pour tous. 20 ans après le Pax, c'est un peu triste quand même. Je ne veux pas dire qu'il y a des progrès, mais il n'y a pas si longtemps, l'homosexualité était un motif pour être refusé dans l'armée. Aujourd'hui, comment ça se passe concrètement sur le terrain? Vous restez avec nous, Romain Burel. Nous sommes avec Romain Burel, c'est le directeur de la rédaction du magazine d'actualité LGBT+, Tétu. Votre slogan, c'est « Faites Tétu fait la différence », toutes sortes de différences que vous faites. On parle de l'armée, on parle de l'homosexualité dans l'armée ou pas. Votre titre en accroche en une, c'est « Les militaires LGBT+ sortent du rang ». Il n'y a pas si longtemps, l'homosexualité était un motif pour être refusé dans l'armée, ça va même plus loin que ça. C'était considéré comme une psychopathologie. Oui, concrètement, vous pouvez vous faire réformer P4, comme on disait. En fait, c'est une psychopathologie. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'armée si jamais vous étiez ouvertement homosexuel. En tout cas, il y avait beaucoup de gens qui sont homosexuels, qui ont quand même fait leur service militaire ou qui ont travaillé à l'armée, mais en tout cas elles devaient taire leur orientation sexuelle. C'est dans votre enquête, est-ce qu'il y a des corps d'armée plus homophobes que d'autres? Il y en a. J'ai envie de dire que plus un corps d'armée est récent, mieux ça se passe. Ouais. C'est-à-dire que concrètement, l'armée de terre, ça reste quand même très très compliqué. La marine, c'est pas évident. L'armée de l'air, forcément, c'est un corps d'armée beaucoup plus récent. Ça se passe mieux. En tout cas, c'est ce que nous ont expliqué les personnes concernées. Et j'ai envie de dire aussi, selon que vous soyez puissant ou misérable, mais selon que vous soyez un officier ou un simple soldat, c'est pas la même non plus. Est-ce qu'il est plus facile d'être lesbienne que gay dans l'armée? Est-ce qu'il y a une plus grande tolérance envers les femmes? Vous parliez de ce qui est récent, l'arrivée des femmes dans l'armée, c'est plus récent. Ouais, on a des témoignages qui vont dans ce sens, mais comme on n'a pas d'études empiriques, parce que évidemment en France c'est toujours compliqué d'enquêter de manière un peu empirique sur ces questions-là. Ouais. Je me prononcerai pas là-dessus. Je pense aussi que les femmes lesbiennes, elles ont déjà leur trou à faire dans l'institution en tant que femmes. Alors quand elles sont lesbiennes, évidemment, ça vient s'ajouter parfois à leurs difficultés, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers? Est-ce qu'on n'ajoute pas des problèmes aux problèmes? Est-ce que le fait de cacher sa sexualité, si on veut être accepté dans l'armée, n'entretient pas cette homophobie? Moi, je vais pas blâmer les personnes qui se sentent pas du tout à l'aise au sein de l'armée, mais même, j'ai envie de dire, plus largement de leur entreprise, quoi, ouais. De cacher leur orientation sexuelle. Parce qu'un de vos slogans, un des slogans de Tétu, c'est « Affichez-vous ». La preuve, même ce titre, les militaires LGBT sortent du rang. Et on va en parler tout à l'heure, Arnaud Valois, le comédien, fier, haut et fort. Ouais, mais... Votre cheval de bataille, c'est de se montrer. Alors, moi, c'est quelque chose que... Le magazine a été créé pour ça, pour faire la visibilité, pour montrer les personnes, voilà, et pour avoir ce qu'on appellerait potentiellement
des rôles modèles, quoi, des représentations que peut-être moi j'ai pas eu d'ailleurs quand j'étais plus jeune. On manquait un peu de représentation. Maintenant, j'ai envie de dire, soyez haut et fiers, enfin fiers et haut et fort quand vous pouvez l'être, quoi, concrètement. Et il y a des endroits où aujourd'hui on peut pas l'être. J'encouragerais pas un adolescent dont les parents sont ouvertement homophobes à faire son coming out. Je l'encouragerais à rester chez lui, à passer ça sous silence peut-être un temps, à très bien travailler à l'école pour pouvoir s'émanciper le plus tôt possible. Très intéressante transition. On parlait de l'armée, on va parler du cinéma. Est-ce que dans le cinéma, il est facile d'afficher son homosexualité? Est-ce que c'est un milieu plus, si j'ose dire, plus ouvert que les autres? Si c'était si facile, on aurait beaucoup plus de comédiens qui seraient ouvertement homosexuels, en fait. Et il y en a très peu, en fait, dans le cinéma français encore aujourd'hui. Et alors dans le cinéma américain, ce qu'on voit, on a le casting du film The Boys in the Band qui vient de débarquer sur Netflix, qui témoigne. Ils expliquent qu'il y a 9 comédiens ouvertement gays, qui expliquent tous comment leur carrière a été sanctionnée à un moment donné, parce qu'à un moment donné, ils sont ouvertement homosexuels. Ouais. Hollywood refuse encore de confier la responsabilité d'un film à un comédien qui serait ouvertement gay, quoi. Vraiment? Bien sûr. Sur un des blockbusters. C'est du non-dit. Bien sûr. C'est du non-dit. C'est du non-dit ou pas, parce qu'il y a notamment certains comédiens comme Charlie Carver dans le magazine qui expliquent que des producteurs le lui ont ouvertement dit, en fait. Concrètement, tu porteras pas ce film parce que t'es gay, t'es efféminé, t'es pas assez masculin, tu comprends, Coco, tu dois plaire aux filles, puisque t'es gay, tu plairas pas aux filles. On est encore en 1920, quoi. Charlie Carver qui parle même d'agression. Ouais, qui explique à quel point, en fait, ça a été très difficile pour lui d'être ouvertement gay, et que même vu par ses autres camarades comédiens, parfois ça se passe très très mal. Alors c'est peut-être différent en France, puisque hier on recevait Vincent De Dienne qui fait pas un mystère de son homosexualité et qui est à l'affiche d'un film dont le titre m'échappe un instant, Les parents d'élèves, et qui est un tombeur et qui séduit des très très jolies femmes. Donc c'est peut-être différent en France. On n'est peut-être pas forcément en retard par rapport aux anglo-saxons. Il y a quasiment un an, en novembre dernier, vous étiez venu dans Culture Média pour parler de la représentation des homosexuels dans les séries. Est-ce que ça s'est amélioré en un an? Alors, en France, on ne peut pas dire que ça se soit amélioré. Par contre, une prise de conscience. Il y a dans des séries comme TF1 maintenant, on commence à s'intéresser aussi à ces sujets-là, un peu plus, de manière un peu plus pertinente. Il y a une série d'Access Prime Time sur TF1 qui va avoir un personnage non binaire bientôt. Ouais. Et il y a des gays. Pardonnez-moi, il y a des gays dans L'amour et dans le pré. Bien sûr. Qui n'existaient pas au début. Ouais, mais c'est ça qui est toujours drôle, c'est qu'il faut toujours se battre. Nous, on a fait, je pense au moins. Mais 20 articles en expliquant, on est à la 12e saison, pourquoi il n'y a toujours pas de personnes LGBT dans L'amour et dans le pré, en fait. Après, je comprends que ce soit plutôt compliqué de trouver notamment des agriculteurs ouvertement homosexuels, mais on a mis bien 12 saisons avant de les voir arriver, quoi. C'est un peu triste, c'est un peu long. J'aimerais bien avoir votre avis, parce que j'avoue que je suis très perplexe devant cette question, et beaucoup de gens. Vous pensez quoi de la polémique qu'il y avait eu en 2018? C'était Scarlett Johansson qui devait interpréter le rôle d'une transgenre et qui avait été critiquée parce qu'elle n'était pas une vraie transgenre. Est-ce qu'il faut être homo pour jouer un homo, comme certains estiment qu'il faut être noir pour jouer un noir? J'aimerais bien avoir votre avis, Romain Burel. Moi, je ferai une différence entre les deux cas que vous venez de donner, c'est-à-dire d'être ouvertement homosexuel pour jouer un rôle d'homosexuel et être transgenre pour jouer un rôle de personne transgenre. Je pense, moi, ça me dérange énormément de voir une personne, comme on dit, cisgenre, c'est-à-dire qui n'est pas concernée par la transidentité, interpréter un rôle de personne trans. Encore plus si jamais elle se grime pour ressembler à l'autre genre, quoi. Ça me dérange profondément. Ça fait du mal aux personnes transgenres et surtout, ça prive les acteurs et les actrices qui sont concernés par la transidentité de visibilité, en fait. On leur pique leur rôle. Alors déjà, je vous rassure, elles n'ont pas les rôles de personnes cisgenres. Scarlett Johansson, elle a toute la mesure pour pouvoir aller jouer Scarlett Johansson et une femme dans tous les films qu'on lui propose. Et j'imagine qu'elle a une pile comme ça de scénarios sur son bureau. Mais des acteurs et des actrices transgenres, elles n'ont pas de travail, en fait. Eux, ces personnes-là, elles n'ont pas de travail. On a publié récemment encore sur tetu.com une tribune comme ça d'une actrice française qui dit « J'ai pas de boulot, on veut pas de moi, en fait ». 25 ans, message d'espoir pour terminer. 25 ans, c'est l'anniversaire de Tétu, vous allez le fêter. Il y aura quoi dans le numéro de décembre? Je peux rien vous dire. Ça va être un numéro assez important, sur lequel on travaille depuis plusieurs mois. On va essayer de surprendre un petit peu les gens. L'idée, c'est de regarder un peu ce qui a été fait, effectivement, mais c'est surtout de regarder tout ce qui reste à faire. Moi, je suis à la tête d'un média qui a la chance d'avoir vraiment des implications importantes dans la vie des gens. Des combats, il en reste plein à mener. Faut pas croire que l'égalité, on le voit là dans l'armée, mais l'égalité, elle n'est pas encore de mise. Concrètement, il y a plein de choses sur lesquelles on est encore
encore sanctionné. On parlait de la transidentité tout à l'heure, où ça se passe encore pas assez bien, mais je pourrais parler aussi de l'homoparentalité ou du coming out au travail. Tout n'est pas encore simple, il y a encore beaucoup de combats à mener. Merci beaucoup Romain Burel. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de Tétu, le nouveau numéro qui est en kiosque depuis ce matin.